Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire sur la sécurité en ligne. Je suis Alexandre Pluvinage, je suis responsable chez ING de la sensibilisation à la sécurité en ligne. Et j'ai le plaisir ce soir d'être avec, comme pour tous nos webinaires, avec mon ami et collègue Dany, qui est expert en lutte antifraude chez ING. Salut Dany. Bonjour Alexandre. Tout va bien? Ça va, content d'être là. Merci. Alors, je l'ai dit aujourd'hui, en fait, on n'a pas vraiment de sujet, entre guillemets. On va vraiment prendre vos questions. On en a déjà reçu lors de l'inscription. Il y en a d'autres qui vont arriver, alors vous ne le voyez pas, mais sur l'écran qui est devant nous. Si jamais, dans nos réponses, vous trouvez que nous allons trop vite ou vous voulez revoir, vous allez recevoir dès demain un message avec un lien vers ce qu'on appelle le replay. Vous pourrez re-regarder ce webinaire. Vous pourrez même le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Mais avant de commencer et avant de prendre vos questions, on va prendre quelques minutes pour discuter de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui, en ce moment, attire les fraudeurs, j'ai envie de dire. La première chose, et c'est quelque chose qui reprend de la vigueur, on avait vu ça, s'était arrêté avec le confinement, mais depuis, on revoit à nouveau des cas de vol de cartes bancaires avec le PIN. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que se protéger pour ne pas se faire voler sa carte, c'est simplement cacher le PIN de sa carte. Je veux dire que l'on soit au restaurant, en grande surface ou même en train de prendre de l'argent à un ATM, mettre une main au-dessus de l'autre pour cacher son code, finalement, si le fraudeur ne voit pas votre PIN, il ne va pas avoir besoin de votre carte. S'il vous plaît, cachez votre PIN code, c'est tellement facile à faire. La deuxième chose que l'on voit encore plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les faux investissements. Alors, souvent en crypto-monnaie, mais sur les médias sociaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des écrans, comme celui-ci par exemple, où on vous promet monts et merveilles en utilisant Tesla, Elon Musk, Amazon, où on vous explique qu'en investissement un petit peu, vous allez pouvoir gagner beaucoup. C'est de la fraude. Je veux dire que quand on vous vend monts et merveilles sur les médias sociaux en investissement, il faut être très très prudent. Dans la plupart des cas, c'est frauduleux. Donc, je le disais, cachez votre PIN code, ça va vous protéger contre le vol de carte, et soyez prudents si on vous vend des choses sur les médias sociaux. Si vous avez un doute, si vous voyez un investissement et vous vous posez une question, allez sur le site de la FSMA, qui est le régulateur au niveau financier en Belgique. Vous trouverez toutes les informations sur le sujet sur leur site internet. Et puis, il y a des clients, il y a des gens qui se font appeler par des fraudeurs qui disent « Ah bonjour, ici votre banque, on a détecté quelque chose sur votre compte bancaire. Il faudrait protéger votre argent. On va vous aider, mais il faudrait protéger votre argent. » Alors ils vont vous dire soit transférer l'argent sur un compte sécurisé, ou ils vont vous dire « Mais on va vous aider. On va installer un programme sur votre PC et on va tout faire pour vous. » C'est n'importe quoi. Je veux dire que si vous devez transférer votre argent sur un compte sécurisé, c'est de la fraude. Si on vous fait installer un programme, sérieusement, sur votre PC pour vous aider, il ne faut pas le faire. En revanche, si nous, parce que c'est ce que nous faisons, nous avons des systèmes de détection, si nous détectons quelque chose, il se peut que nous vous appelions uniquement pour vous demander si la transaction qui nous semble bizarre est vraiment frauduleuse. Si c'est le cas, on va prendre les actions. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes votre banque. Nous avons accès à vos comptes bancaires. Donc, tout ce qu'il sera nécessaire de faire pour vous protéger, eh bien, nous allons le faire nous-mêmes. Et donc, il ne faut pas que vous transfériez votre argent et il ne faut pas que vous laissiez quelqu'un installer un programme qui va prendre le contrôle de votre ordinateur. Si vous faites ça, tout va bien. On va presque passer aux questions, mais il y a une question qu'on a vue en fait beaucoup plus que les autres, et c'est un peu logique aussi. Quand on a reçu vos inscriptions, c'est comment je me protège contre le phishing. Comment je reconnais un email de phishing. Alors, je vais vous le donner, on en parlera avec Dany tout à l'heure. Je vais vous donner un truc. J'ai envie de dire le truc qui va vous protéger contre la fraude en ligne tout le temps. Ce truc, c'est en fait d'aller lire l'adresse, le nom du site sur lequel vous allez vous rendre. J'ai pris un exemple fictif, là, blablabla.siteweb.be/blabla. Pourquoi j'ai écrit blabla? Parce qu'en fait, ça ne nous intéresse pas. Toutes ces informations qui se trouvent à ce niveau-là, elles ne sont pas importantes quand on reçoit un message pour aller voir sur quel site on va. Qu'est-ce qui est important, en revanche? Eh bien,
On va aller chercher la première barre oblique. Vous la voyez ici. On a https://2 c'est pas ça qu'on veut. 2 slash aussi, on appelle ça comme ça. Vous allez chercher la première toute seule et vous remontez de 2 points. Et entre ce point-là et la barre oblique, eh bien, vous avez le nom du site sur lequel vous vous rendez. Ça marche tout le temps. Et prenons un exemple qui ne soit pas un exemple ING. Imaginez que vous receviez un message, un email de Proximus disant tiens, par exemple, vous avez une facture qui n'est pas payée, il faudrait la payer. Rendez-vous sur votre espace client. Eh bien, vous allez chercher la première barre oblique, vous remontez de 2 points dans le message et vous allez voir où vous allez. Si vous voyez proximus.be, tout va bien. Le message, le lien va sur le site où il est censé aller. J'ai pris cet exemple parce qu'on voit aujourd'hui des faux messages de nos opérateurs téléphoniques qui disent « Tiens, ta facture n'est pas payée ». Et quand on regarde, eh bien, on ne voit pas le site d'Orange, de vous, de Proximus. On voit autre chose. Et donc, si on sait lire le lien, finalement, c'est super facile de se protéger. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait lire le lien, eh bien, on va aller regarder où on le voit. D'ailleurs, petit aparté, si vous voulez revoir comment on lit un lien, vous pourrez aller voir sur notre site. Et dire, c'est amusant, si vous allez regarder un petit peu l'adresse que je vous donne là, vous allez chercher la première barre oblique, vous remontez de 2 points, il y a quoi? Il y a ing.be. On sait que ce lien-là, il va sur le site d'ING. Donc, où est-ce qu'on lit? Il y a 2 cas de figure. Quand on a un SMS, l'avantage du SMS, c'est que ce qui est écrit dedans, c'est le lien dans lequel vous allez. Le lien du site sur lequel vous allez. Si je prends le premier exemple ici, qui dit « Tiens, It's Me, il s'est passé quelque chose avec ton compte It's Me », si je regarde le lien, et faites l'exercice vous-même en lisant ce qu'il y a à l'écran, si vous allez chercher la première barre oblique, vous remontez de 2 points, alors il n'y a pas le deuxième, donc on commence au début, le site c'est reactivasi-melding.com, c'est pas It's Me. Donc ce message, rien qu'en lisant le lien, on sait qu'il est frauduleux. Exactement la même chose pour le deuxième. ING et le site serait u.nu. Ça ne colle pas. Vous pouvez voir que ce n'est pas un message d'ING. Pour les emails, parce que là on parlait des SMS, pour les emails, il y a une petite astuce, et vous allez voir, elle est super simple, parce que ce qui est écrit dans l'email sur ce qu'on appelle l'hyperlien, le lien sur lequel vous allez cliquer, ça pourrait être n'importe quoi, dans le sens où ça pourrait être un bouton qui vous dirait « cliquez ici » par exemple. Ou enregistrez-vous. D'ailleurs, quand vous avez reçu l'invitation à ce webinaire, il y avait un bouton qui disait « enregistrez-vous » ou « inscrivez-vous ». C'est exactement la même chose. Mais comment savoir où est-ce que me mène ce bouton ou ce lien, comme on le voit ici? Eh bien, super facile. Vous passez votre souris sur l'écran, sur le lien, et vous lisez ce qui s'affiche. Ça s'affiche au bout d'une seconde ou deux. Surtout, vous ne cliquez pas. Vous attendez que ça s'affiche et vous pouvez voir ici que le lien, si je regarde l'écran et que je lis, il y a marqué ing-menubehir.pw, ça n'a rien à voir avec ING, vous avez découvert un email de phishing. Ce qui est chouette avec ce truc de lire le nom de domaine, parce que finalement c'est peut-être la seule chose que si vous vérifiez, vous êtes sûr de détecter, qui permet de détecter le site frauduleux ou le message frauduleux, c'est que ça marche aussi en dehors de l'email. Imaginons, voilà. Vous recevez ce message, vous oubliez de regarder, c'est pas grave, vous cliquez et puis vous tombez, là sur le coup on le savait, sur un site de phishing. À ce moment-là, vous n'avez pas encore rentré vos codes, vous lisez, alors on l'a grossi évidemment, vous lisez le nom de domaine, je cherche la première barre oblique, il n'y en a pas, c'est pas grave, je commence à la fin, je remonte de 2 points, et le site c'est web.a2p, ça n'est pas ING, c'est un site de phishing. De la même manière, si vous cliquez sur un lien dans un message à nous, et que, alors on ne vous enverra jamais directement vers votre PC Banking, mais que vous êtes sur la page de PC Banking et que vous arrivez, vous lisez le lien, vous lisez le nom du site, eh bien c'est avant la barre oblique, ing.be. Ça marche tout le temps. Donc s'il vous plaît, faites juste cette petite chose. Vous recevez un SMS ou un email, lisez l'hyperlien. Vous pouvez même d'ailleurs vous protéger, parce qu'on va en reparler dans une minute, en utilisant It's Me. J'ai vu déjà des questions qui s'affichent sur l'écran concernant It's Me. It's Me a un gros avantage aujourd'hui, c'est que It's Me, par rapport au lecteur de carte, j'ai presque envie de dire, vous dit ce que vous faites. ING, vous le voyez à l'écran, It's Me vous dit, est-ce que tu veux confirmer cette transaction de 130 € vers ce compte-là?
Mais si on est dans un cas de phishing, ça ne va pas coller. Ou on va vous demander de faire un paiement, de signer un paiement alors qu'on vous a juste dit tiens, on va changer votre numéro de téléphone. Ça ne colle pas. Et bien là, vous pouvez le détecter et vous pouvez refuser si ça ne colle pas avec ce que vous faites. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Il y avait beaucoup d'informations. Si jamais vous avez un doute, ou il y a un truc qui n'était pas clair, comme je le disais, vous allez pouvoir le revoir avec le replay. Mais je me tourne tout de suite vers Dany. Et on va commencer avec une première question. Et finalement, on va prendre une première question qui concerne It's Me. C'est Leïla demande quel est le moyen le plus sûr pour faire mes opérations bancaires en ligne? Est-ce que c'est le lecteur de carte avec la carte ou est-ce que c'est It's Me? En fait, point de vue sécurité, les deux sont au même niveau. En fait, c'est même des technologies très semblables qui sont utilisées pour le lecteur de carte que pour It's Me. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à craindre. Les deux sont très bien sécurisés. Par contre, It's Me est beaucoup plus facile à utiliser. C'est sur le smartphone qu'on a toujours sur soi. Mais comme Alexandre a bien expliqué, It's Me vous montre la vérité. Donc le fraudeur, il a sa petite histoire, il va vous raconter qu'il y a une nouvelle carte peut-être à commander ou vos paramètres de sécurité doivent être mis à jour, mais en réalité, il va essayer de faire un paiement derrière. Sur le lecteur de carte, c'est plus compliqué de comprendre ce que les codes que vous entrez veulent dire. Par contre, sur It's Me, il y a une belle phrase qui dit, voilà, il y a 1 000 € ou 2 000 € qui vont être transférés sur un numéro de compte. Si vous ne reconnaissez pas cette transaction-là, c'est une fraude et donc It's Me vous protège contre le phishing. Effectivement, et d'ailleurs, on a aussi une question de Marc qui disait oui, mais bon, It's Me, est-ce que c'est sûr? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait hacker leur compte It's Me. Alors, je voudrais être très clair. D'abord, non, personne ne s'est fait hacker son compte It's Me, mais on l'a vu tout à l'heure, le message, le SMS que je vous montrais à l'écran vous fait croire que votre compte a été bloqué, qu'il a été hacké, etc. Il faut faire la différence entre le message de phishing et la société It's Me, parce que je veux dire, il y a des messages de phishing au nom d'ING, de Bipost, et on n'a pas de problème de sécurité particulier. Ce sont juste des gens qui usurpent l'identité d'It's Me. Mais plus important que ça, je voudrais aller mentionner, parce que je sais, quand je discute avec des clients, on me dit, oui, mais est-ce qu'It's Me, c'est qui It's Me? Mais It's Me, c'est nous. It's Me, c'est les banques, les grandes banques, les telcos et le gouvernement fédéral. Je veux dire qu'au niveau sécurité, ça va être difficile de faire mieux. Vous avez tous les experts de ces entités qui peuvent intervenir sur It's Me si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très, très sécurisé. Vous pouvez faire confiance à It's Me. D'ailleurs, la raison pour laquelle il y a autant de mails de phishing qui usurpent l'identité d'It's Me, c'est parce que It's Me a tellement de clients. En Belgique, maintenant, on a dépassé les 80% des Belges adultes ont un compte It's Me. Donc, pour un fraudeur, c'est une cible très intéressante d'essayer de se faire passer pour It's Me pour vous convaincre de passer des codes. Mais en réalité, ce n'est pas It's Me. C'est juste parce que c'est une marque très, très, très connue. Alors, on va prendre une deuxième question. Je ne sais pas si toi, tu as une question que tu veux me poser, comme ça on alterne un petit peu. Oui, j'ai une question de Anne. Bon, ce message It's Me dont on vient de parler ou d'autres messages de phishing, à qui devez-vous le signaler? Et elle le signale à SafeOnWeb et au point de contact de l'SPF Economy. Alors, d'abord, c'est très important de rapporter les emails ou les messages que vous détectez comme frauduleux. Pourquoi? Parce que ça permet de faire bloquer les sites Internet, ça c'est un. Et deux, ça permet aussi d'alerter la population. S'il y a beaucoup d'alertes sur un message particulier, l'app SafeOnWeb, que vous avez peut-être déjà sur votre téléphone, va vous dire, tiens, attention, il y a beaucoup de messages contenant ce sujet. Mais je dirais qu'il y a une petite différence entre SafeOnWeb ou l'adresse phishing de votre banque et le SPF Economy. Vous rapportez un message frauduleux à suspect@safeonweb.be. Si jamais vous êtes victime de fraude, vous pouvez rapporter là au SPF Economy et eux vont ouvrir un dossier et peut-être, s'il y a plusieurs cas, essayer de poursuivre ou de retrouver les criminels. Ça n'est pas la même chose. Le message va vers SafeOnWeb. Le cas de fraude qui pourrait donner lieu à une enquête de justice contre des criminels, lui, on peut le rapporter au SPF Economy. Très bien. Alors, une question de Iliano, on change de sujet. Dans quelle mesure un téléphone mobile est-il réellement sécurisé? Alors ça, c'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir qu'un téléphone mobile, par design, c'est très sécurisé. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur le point, mais moi, je dis qu'un téléphone mobile, c'est plus sécurisé qu'un PC. Dany dit peut-être. On est d'accord. Non, on est d'accord. En fait, ce qui va changer, c'est la manière dont on l'utilise. Si on met un code
pour le débloquer. C'est-à-dire que si on le perd, personne ne peut l'ouvrir. Si on fait attention à ce qu'on télécharge comme app, c'est-à-dire qu'on télécharge les apps à partir des App Store officiels. Et si aujourd'hui, parce que oui, ça c'est récent, mais je pense qu'aujourd'hui ça vaut le coup, on met un antivirus sur son smartphone, et quel qu'il soit. Parce que je sais qu'on va me dire oui, Android, oui, mais pas Apple. Il est prudent aujourd'hui d'avoir un antivirus. Alors, on va me dire lequel, hein, parce que lequel, effectivement. Bon, moi, je ne vais pas vous en recommander un. J'en utilise un, Dany en utilise un autre. Ça dépend de ce que vous voulez. En revanche, si vous allez sur le site de avtest.org, alors je vais demander à mes collègues qui sont en train de recevoir vos questions et de nous les afficher, de rajouter dans le chat l'adresse du site. C'est un organisme indépendant, allemand, qui n'est allié à aucune marque et qui fait des tests tout au long de l'année sur des antivirus pour smartphones, pour ordinateurs portables, etc. Vous pouvez aller voir et choisir celui qui vous intéresse. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Faites votre choix, mais je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'aller regarder et d'aller mettre un antivirus sur son smartphone. Mais, désolé. Oui. Je pense qu'il faut prendre une question là-dessus. Et j'ai une question qui m'intéresse, que j'ai vue arriver, qui dit, Vincent dit, en cas de perte de mon smartphone, est-ce que l'app, alors je suppose l'app ING Banking, est vraiment sécurisée? En fait, tu as déjà donné l'explication, hein, Alexandre. Il faut bien sécuriser son smartphone. Donc, il faut mettre un code dessus. On peut le protéger avec l'empreinte digitale, avec son visage et tout ça. C'est important de protéger déjà l'accès au téléphone, puis après de prendre l'app dans le store officiel, ne pas prendre des apps en dehors de ça, bien sécuriser l'app même avec un code bien secret que vous êtes le seul à connaître. Et donc dans ces cas-là, l'app est sécurisée sur votre smartphone, mais si votre smartphone est volé ou il est perdu, il est important de téléphoner CardStop et la banque pour signaler. Comme ça, on peut bloquer définitivement l'accès à l'app. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi vous-même dans HomeBank. Vous allez trouver tous les appareils sur lesquels l'app est installée et vous pouvez supprimer comme ça. Même dans le cas d'une perte, il n'y a vraiment aucun risque. Et je vais rajouter un truc, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne raconte pas très souvent, mais comment fonctionne l'app? Ça n'a rien à voir avec, par exemple, l'app Gmail pour aller lire vos emails. L'app Gmail, elle récupère vos emails, et même si vous n'avez plus accès à Internet, vous pouvez lire vos mails. Notre application, en fait, c'est une porte, alors ultra sécurisée, mais qui va, quand vous allez en fait sur votre PC Banking, qui va aller sur nos serveurs et vous montrer l'information. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on ne stocke rien dans l'application. Il n'y a rien qui est stocké sur votre téléphone. J'ai même envie de dire, vous avez le droit de ne pas me croire, faites le test. Prenez votre téléphone, coupez le Wi-Fi et le data, et essayez de vous identifier. Vous n'aurez accès à rien. D'ailleurs, on va vous dire, il vous faut Internet pour voir. Il n'y a pas d'informations stockées sur votre téléphone. Donc, si vous perdez votre téléphone, ça vaut le coup de faire bloquer l'app, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un avait vu votre PIN code, mais de toute façon, il n'y a aucune information qui sera disponible sur votre téléphone. Très bien. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on devrait le dire aussi. C'est très, très important de le dire. Je propose de passer à une autre question. Donc, Peter demande à quelle vitesse les faux sites ING sont-ils mis hors ligne? Ça va vite. J'ai pas une réponse exacte en temps parce qu'on n'a jamais mesuré, mais je veux dire que ça se joue en minutes, en heures, pas en jours. Ça se joue assez rapidement. Là encore, plus on va recevoir de notifications comme quoi vous avez détecté. Et ça marche. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, on le sait pour SafeOnWeb, parce que ils ont maintenant, depuis qu'ils ont lancé leur site et leurs adresses suspects à SafeOnWeb, ils reçoivent plus de 40 000 emails par jour. Donc des gens qui vont rapporter un mail frauduleux. Plus on en reçoit, plus ça va vite. Et c'est important parce que ça permet de bloquer le site et donc de protéger les autres personnes. Donc ça veut dire aussi que les sites ING ne se font pas bloquer plus vite ou moins vite que d'autres. C'est valable pour tous les banques et tous les... C'est la même manière, c'est la même technique et ça a le même effet. Très bien. Donc ça, c'est important. Alors, on va regarder parce que je pense qu'il y a quand même encore... Alors, j'en vois une qui m'intéresse sur les mots de passe, parce que c'est vrai qu'on en a vu une très intéressante sur les mots de passe quand on a préparé le webinaire. Je vais la prendre en deuxième partie, parce que finalement, moi, j'ai quelqu'un qui me disait, et je le vois ici, je vais le prendre comme ça, je peux citer son nom, si je le retrouve tout de suite. Hop, tu le retrouves? Je pense qu'on peut déjà prendre la question de Véronique et de Françoise. Voilà, Est-ce dangereux d'enregistrer ces mots de passe sur iCloud ou Google? Et je pense que ça
c'est une bonne suite sur la question qu'on avait Ah préparée. bah oui, c'est ça. Je les vois là. Oui, c'est Yvan. On va lier toutes les questions, mais on va la prendre parce que celle d'Yvan est intéressante. Il dit, et ne rigolons pas parce que je sais que beaucoup de gens font la même chose. Yvan nous dit, j'ai actuellement le même mot de passe partout. On sait tous que c'est pas bien, mais on fait presque tous ça. Je dis presque parce que moi je le fais pas, mais je ne le fais plus, je l'ai fait. Je vais être très honnête. Je sais que c'est pas bien, mais comment est-ce que je gère mes mots de passe aujourd'hui pour qu'ils soient tous différents et sécurisés? Et ça revient, est-ce que je peux les stocker dans iCloud ou dans Google? Alors la réponse à Véronique et à Françoise, c'est oui. Et s'il vous plaît, faites-le. Les mots de passe, il faut qu'ils soient longs, il faut qu'ils soient différents, on le sait. Mais ça ne sert à rien de le dire parce que notre problème, c'est qu'on a peur de les oublier. Alors, je ne vais pas vous dire comment vous le créez, je vais vous dire avec quoi vous le créez. Nous avons tous sur notre smartphone, j'allais chercher mon smartphone, mais je ne l'ai pas pris pour qu'il ne sonne pas pendant la conférence. Nous avons tous sur nos smartphones une application déjà installée. Au moment où on l'achète, où on le sort de la boîte. C'est le trousseau d'accès chez Apple, c'est le password check-up chez Android. Mais on a tous ça. Et il y a plein d'autres applications sur le marché. On voit plein de publicités. Enfin, elles sont toutes bien. C'est pas que je veux en recommander une autre, une plus que l'autre. Mais on les a déjà. Alors j'ai envie de dire, utilisons-les. Et ces applications, elles sont géniales parce qu'elles vont me proposer un mot de passe quand j'en crée un. Génial. Ça, c'est cool parce qu'il sera long et sécurisé. Génial. Il sera différent aussi. Elle va le retenir pour moi. Ah oui, parce que bon, il faut que je retienne tout. Elle va me le proposer. Donc quand je retourne sur ce site ou dans cette application, elle va me le proposer. Elle va me dire, tiens, j'ai ce mot de passe pour ce site, tu le veux? Bah oui, parce que moi je ne le connais pas. On va être honnête, la plupart de mes mots de passe aujourd'hui, je ne les connais pas. C'est mon téléphone qui les a. Et elle va les retenir dans le cloud aussi. C'est tout à fait sécurisé. Il n'y a pas de souci. J'ai presque envie de dire, de toute façon, il est plus sécurisé de mettre ça chez Google ou chez Apple, qui sont très bons en sécurité, plutôt que d'avoir le même pour tout ou de les noter sur un bout de papier. Ça, c'est absolument pas sécurisé. Mais soyons clairs, laisse le gestionnaire de mots de passe stocker les données sur iCloud ou chez Google. Ne mettez pas des petits fichiers texte comme ça sur iCloud ou Google, parce qu'alors ça, c'est pas aussi secure, évidemment, aussi safe. J'ai une question sur le VPN. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé dans nos webinaires. On en a fait un paquet, ça fait quelques années qu'on fait des webinaires ensemble. On n'a jamais parlé de VPN. Et là, bon, j'ai Pierre et Philippe, mais j'en ai une aussi ici, lors de l'inscription, qui me dit le VPN sécurise mieux les ordinateurs ou autres smartphones. Qu'en penses-tu, Dani? Alors, le VPN, c'est quelque chose de très important dans la sécurité informatique parce que ça permet de créer un tunnel sécurisé entre deux ordinateurs. Donc, l'ordinateur où on démarre et l'ordinateur où on veut arriver. Donc, tout ce qui passe par ce tunnel ne peut pas être lu par d'autres personnes ou par des programmes. Donc, ça, c'est très sécurisé. Par contre, quand on est sur l'autre ordinateur, de là, on va accéder à Internet ou d'autres applications. Et donc, on reste aussi vulnérable pour le phishing ou pour des arnaques. Donc, à ce niveau-là, ça ne protège pas. C'est une protection de données, donc une protection informatique. Maintenant, il est important de comprendre les produits VPN parce que certains offrent des services qui vont plus loin que ce tunnel informatique. Et il y en a qui vont vérifier que le site web où vous voulez aller n'est pas déjà signalé comme un site frauduleux. Donc, à ce niveau-là, ça peut faire partie d'une sécurité ou d'un paquet de sécurité, mais n'oubliez pas les règles de base de vérifier l'adresse avant de cliquer sur un lien ou quand vous avez déjà cliqué sur le lien, de vérifier où vous êtes avant de fournir des données pour s'identifier. Absolument. Alors, j'ai deux questions qui m'intéressent. Je prends la première pour moi, si tu me permets, c'est un peu égoïste, mais parce que je voudrais retourner sur Safe Web. Laurence dit, mais pour Safe Web, comment on fait? On forward tout simplement l'email. Est-ce que c'est sûr? Oui, parce que c'est juste transférer un email, donc vous ne transférez aucune donnée personnelle, quoi que ce soit. Ils vont voir l'email qu'il envoie, le vôtre, mais c'est l'État. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Ils traitent ça pour bloquer le site. Il n'y a pas de souci de sécurité. Donc, vous pouvez forwarder. En français, c'est suspect@safeonweb.be. Gardez cette adresse, même gardez-la dans votre carnet d'adresse. Elle est très utile. Vous aurez certainement à l'utiliser. Peut-être une petite remarque là-dessus quand même, Alexandre. Et donc pour répondre à Laurence,
S'il y a des données personnalisées dans le mail, faites quand même attention. Donc je pense à des numéros de carte ou des données d'identification. Oui. Il faut quand même faire un tout petit peu attention avec ça. Mais les gens qui travaillent chez Safe on Web, ils traitent ça de manière très sécurisée. Donc il n'y a pas de risque de forwarder le mail tel que vous l'avez reçu. Si vous pensez vraiment que c'est un mail frauduleux, vous pouvez le transférer chez eux sans problème. Et donc la deuxième question, et je vais commencer par remercier Franz pour sa question, parce qu'elle est tellement importante aujourd'hui. Quand ING envoie un SMS de confirmation ou d'alerte, en fait, c'est à quel moment est-ce que on envoie le numéro, le téléphone, et alors est-ce qu'on l'envoie avec un téléphone à 4 chiffres ou un numéro de GSM classique? Ça, c'est sa première question, mais quand est-ce qu'on l'envoie? Celle-là, elle m'intéresse. À quel moment on envoie? Pourquoi je dis ça? C'est parce que ces SMS qu'on vous envoie, ils ont un sens. Est-ce que tu peux élaborer un tout petit peu là-dessus? Donc pour le SMS avec un code à 4 chiffres, pour le moment... C'est qu'on envoie avec un numéro qui contient les 4 chiffres, les 8810 ou les 8260 ou ce genre de choses. On utilise un numéro de donc normalement, ING passe par un service pour envoyer ces messages et donc ça peut varier. Donc on ne peut pas vous dire, tiens, ça c'est un numéro qui est garanti ING et ceux-là sont garantis pas ING. En règle générale, ce ne seront pas des numéros de GSM classiques, mais ce n'est pas ça le plus important. Quand on reçoit un SMS d'ING, et il y a des SMS très importants qui vont vous informer qu'il y a peut-être une app qui a été installée ou que vos données de contact ont été modifiées. Donc ce sont des messages et c'est important de les comprendre et de réagir si ce n'est pas vous qui avez demandé ça. Par contre, si c'est un SMS avec un lien dedans, un SMS qui fait semblant de venir d'ING, et peu importe que ce soit un numéro à 4 chiffres ou un numéro de GSM classique, s'il y a un lien dedans, ce n'est pas ING, c'est une fraude. Maintenant, il faut juste une toute petite remarque là-dessus, c'est qu'un lien vers un site web, comme on a vu les adresses, parce que nos téléphones vont traduire des chiffres que le GSM pense être un numéro de téléphone. Donc ça, c'est pas ça, parce que d'ailleurs, ça ne va pas ouvrir votre navigateur. Mais dès que c'est un lien à cliquer pour ouvrir un site web, ça ne peut pas être ING parce que nous ne faisons pas ça. Donc ça, vous pouvez être sûr. Et vous pouvez évidemment utiliser toujours la technique qu'Alexandre a expliquée pour comprendre où vous allez. Donc, je me permets de répéter, pas parce que c'était pas clair, mais parce que c'est tellement important. Si nous vous envoyons un SMS, d'abord, il n'y a pas de lien dessus. Donc déjà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de lien dedans. Si nous vous envoyons un SMS disant on a vu l'activation d'une application ING Banking où vos données de contact ont été modifiées, si ce n'est pas vous qui venez d'installer l'app ou de changer vos données de contact, vous nous alertez au plus vite parce que ça veut dire que vous avez été victime de phishing. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais ce message sert justement à ça. Il sert justement à vous faire rendre compte que, bah oui, avec les codes qui ont été partagés, le fraudeur a fait quelque chose sur vos comptes. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez ces messages sans lien qui disent « il s'est passé ça », réfléchissez si vous l'avez fait ou pas. Peut-être quand même une question qui n'est pas là-dedans, mais que j'avais mal interprétée, c'est que les SMS que ING envoie avec un code de confirmation dedans. Ah oui. Comment est-ce qu'on doit réagir? Oui, non, c'est vrai, parce qu'en plus, oui, il y en a deux. Merci de me le rappeler. Oui, il y en a deux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous activez votre application, vous allez mettre votre carte dans votre lecteur de carte ou vous allez utiliser It's Me, mais on va vous demander un code que vous allez recevoir par SMS. Ce code-là, vous ne le transférez à personne d'autre que sur l'écran où vous êtes en train enfin, dans l'application que vous êtes en train d'activer. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, si vous recevez un code alors que vous n'activez pas votre application, ça pue. Désolé, c'est grossier, mais ça pue, ça va pas. Et si en plus, après, vous recevez le deuxième message qui vous dit « Tiens, votre application a été activée, et si c'est pas vous », bah, si c'est vous, tout va bien, hein. Mais si c'est pas vous, ce sera le moment de réagir. Alors, Marie-France dit, en cas de vol de carte, quelle est la meilleure chose à faire? La première chose à faire, c'est appeler CarteStop. Exactement. Ça, c'est la chose à faire. Donc, le numéro va être mis dans le chat. C'est le nouveau numéro qui est gratuit d'ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment la chose à faire le plus vite possible parce qu'à partir de ce moment-là, la carte sera bloquée et donc un fraudeur qui aurait la carte et le code PIN ne pourra plus rien faire.
Donc ça, c'est vraiment, et ça a un impact sur tout ce que le fraudeur aurait pu faire déjà avec la carte. Mais donc c'est vraiment important. Dès qu'on pense que la carte est volée, il faut appeler CarteStop. Le numéro est d'ailleurs accessible 24 heures sur 24. Et dans notre application, si vous cherchez, si vous cherchez le numéro de CarteStop, j'en perds ma voix, allez voir dans l'application. Dans notre application, vous trouverez les numéros de téléphone qui sont importants pour vous. Alors, j'ai une autre question qui m'intéresse, et c'est une petite histoire, en fait, que Angèle nous a racontée. Je l'aime parce que... D'abord parce que j'aime les histoires, c'est mon côté créatif. Mais Angèle nous dit, tiens, voilà, est-ce qu'il est normal qu'Amazon me vende un produit que je n'ai jamais commandé? Parce que j'ai reçu un message, un email d'Amazon qui me dit, tiens... félicitations, vous venez de commander ce nouveau casque pour la musique qui sera livré à telle adresse. En plus, l'adresse était en France. Mais si ce n'est pas vous, pour arrêter la transaction, cliquez ici. Alors, évidemment, puis elle a pris contact avec eux et ils ont dit, voilà, on a besoin de vos données bancaires pour annuler la transaction. Elle a dit, mais c'est hors de question. Et la personne au téléphone lui a dit, puisque c'est comme ça, vous serez facturé. Alors, qu'en penses-tu ? J'ai mon avis, on a le même, mais... c'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. Si vous n'avez rien commandé, Amazon va rien vous envoyer et rien vous facturer. Si, quand même, vous pensez que quelque chose a été commandé ou par erreur, vous avez commandé quelque chose et vous voulez annuler... Bon, il y a des étapes à suivre chez Amazon, mais à aucun moment est-ce que vous allez devoir donner les données bancaires. Vous n'allez pas vous identifier avec votre banque pour annuler une commande. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais donc, de nouveau, c'est très important dans ce genre de message de lire l'adresse où vous allez avec ce qu'on vient d'expliquer. Et d'ailleurs, là-dessus, je vois une question de Audrey, parce qu'on a oublié de dire comment on peut vérifier un lien par rapport à un smartphone, vu qu'on n'a pas de souris, et donc on ne voit pas vers quoi on va. Je lise. Pas de souci. C'est vrai que sur un smartphone, il n'y a pas de souris. C'est simple. En fait, vous utilisez votre pouce. Vous appuyez sur le lien ou sur le bouton pendant quelques secondes, vous ne lâchez pas. Et de la même manière que quand vous passez votre souris, cette fois-ci, c'est sans cliquer, le lien va s'afficher où il y a parfois même un petit screenshot de la page. Vous n'allez pas dessus. Mais vous pouvez lire si ça correspond avec... En plus, c'est presque plus facile parce que comme il y a un screenshot, vous allez voir un peu plus d'informations que le lien. Mais c'est surtout le lien que vous devez aller voir. C'est tout bête. Appuyez sur l'écran pendant 3 secondes, vous pouvez faire le test sur n'importe quel email. Ça marche. Je voudrais répondre rapidement à Yolande, parce qu'on a un tout petit peu évoqué, mais pour elle, ce n'était pas très clair. Elle dit, est-ce qu'il est prudent d'enregistrer son mot de passe sur son MacBook Air, enfin sur n'importe quel ordinateur finalement, qui demande automatiquement, elle en rentre, et puis on lui dit, est-ce que tu veux l'enregistrer ? Oui. Yolande, vous pouvez le faire sans aucun problème, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il va aller faire ? Il va aller le mettre dans le trousseau d'Apple, celui dont je parlais tout à l'heure, sans que vous lui demandiez rien du tout. Il va aller le mettre au bon endroit et il va vous le redonner, etc. Donc oui, faites-le s'il vous plaît, parce que c'est plus sûr. Évidemment, évitons que ce mot de passe soit Azerty ou Yolande 1, 2, 3, je ne veux pas... Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur prénom dans leur mot de passe. Utilisez un mot de passe long et fort, mais laissez-le retenir par votre ordinateur. C'est tellement plus facile. Je vois une question de Patrick ici qui est très important ou très, très intéressant aussi. C'est est-ce qu'on appelle si on détecte quelque chose ? Oui, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec les gens qui appellent au nom d'ING soi-disant. Je veux juste le répéter, et c'est aussi pour ça qu'on a ressorti cette question. Oui, nous appelons si nous détectons quelque chose. Parce qu'on n'est pas sûr. Tiens, il y a un virement qui nous semble pas normal. On va vous appeler pour vérifier. Mais là encore, nous sommes votre banque. Ça veut dire que s'il y a une action à prendre, quelle qu'elle soit, eh bien, nous le faisons nous-mêmes. Donc, encore une fois, et je sais que je me répète, mais je pense que c'est important de comprendre ça, vous ne transférez pas votre argent, vous n'installez aucun programme. Nous, on va bloquer l'argent, on va mettre on va bloquer les transferts du compte, comme ça, tout va bien. Mais on peut le faire. C'est parce que le fraudeur n'a pas accès à vos comptes bancaires qu'il vous demande de le faire à sa place. Nous, on peut. Alors, ne le faites pas. Très bien, mais là-dessus, j'ai une autre question de Hugo qui s'enchaîne très bien là-dedans. C'est habituellement, les gens sont victimes d'hameçonnage le soir, le week-end ou pendant les vacances, donc hors les heures d'ouverture des banques. Que faire alors ? Alors, oui, et d'ailleurs, ça, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on nous reproche depuis un petit moment. Les fraudeurs attaquent quand nous, on n'est pas ouverts.
Et donc, les clients se sentent un peu désarmés. Et ben, on vient de changer ça. Et ça me fait plaisir d'avoir la question parce que finalement, c'est une bonne nouvelle. Cette semaine, nous sommes en train de tester justement avec CardStop le fait de pouvoir aussi, pas bloquer uniquement votre carte, mais pouvoir bloquer les transactions. Donc en fait, pour être un tout petit peu technique, on va bloquer la signature. Mais donc si on bloque la signature sur vos comptes, bah, vous pouvez toujours y accéder, mais on ne peut plus faire de transactions. Alors, juste pour expliquer ce qui va se passer, c'est en test cette semaine. Nous le lançons officiellement, nous l'activons la semaine prochaine, donc dans quelques jours. Vous allez recevoir des communications de notre part, il n'y a aucun problème. Mais vous allez pouvoir, à partir de la semaine prochaine, même quand nous ne sommes pas là, si jamais voilà, il se passe quelque chose, que vous avez un doute, vous n'êtes pas certain ou certaine, ben vous allez pouvoir appeler CardStop, dire que vous pensez être victime de fraude, et ils vont bloquer les transactions, enfin la possibilité de signer des transactions sur vos comptes. Et au moins, vous serez rassuré et protégé tout de suite au moment où vous appelez. Derrière, premier jour ouvrable suivant, ben, on aura reçu la liste des clients qui ont appelé CardStop et on va suivre les dossiers, on va regarder ce qui s'est passé. Si c'est nécessaire, on prendra contact avec vous, exactement comme je l'ai expliqué, pour vérifier. Et s'il y a des actions à prendre, on les prendra nous-mêmes. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on va enfin, et moi je trouve ça très chouette parce que j'ai beaucoup de clients qui sont venus voir en me disant écoute, qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes, à partir de la semaine prochaine, accessibles, en tout cas pour faire bloquer vos comptes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais le client peut toujours prendre contact avec Alors oui, J, évidemment. Oui, hors des heures de bureau, enfin, pendant les heures de bureau, merci. Ouais. Oui, vous prenez toujours contact avec nous parce que c'est le plus rapide. On est là, on a accès à vos comptes, on peut même tout de suite regarder. Mais hors des heures de bureau, ce sera quand même possible à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, Lieven a une question intéressante aussi sur le contact avec ING ou avec le service fraude d'ING. Que pouvez-vous faire si vous constatez une fraude chez des tiers? Oui, c'est la question où cette personne disait, voilà, moi, j'aide ma maman à faire ses opérations bancaires, j'ai pas de procuration sur ses comptes, ce serait mieux d'avoir un mandat sur les comptes. Mais bon, pour la question, c'est pas le cas. Si je vois quelque chose de suspect sur les comptes de ma maman, qu'est-ce que je fais? Vous appelez la banque tout de suite. Alors, hors des heures de bureau, vous pourrez appeler CardStop à partir de la semaine prochaine, mais vous nous contactez le plus vite possible. Ça n'est pas parce que vous n'êtes pas titulaire du compte qu'on ne va pas aller regarder et prendre les actions. Alors oui, soyons clairs. Après, on va rappeler la personne propriétaire du compte. Mais de toute façon, si on nous alerte sur quelque chose sur le compte d'un de nos clients, on va agir le plus vite possible, même si ce n'est pas votre compte. Très bien. Je vais prendre une question qui est apparue dans le chat de Jacqueline. Est-ce délicat de donner une capture d'écran de son numéro de compte en banque pour être remboursé? Elle donne l'exemple de Ryanair pour des billets annulés. Donc, est-ce que finalement, la question ici, est-ce qu'avec un numéro de compte, un fraudeur peut faire quelque chose? Oui, non. Je dis oui, mais non. Non, la réponse est non. Mais oui, c'est une bonne question. Non, il ne peut rien faire. Faites quand même attention qu'il n'y a rien d'autre comme information que votre numéro de compte sur cette capture d'écran. Mais non, avec un numéro de compte, on peut simplement vous verser de l'argent. On ne peut pas vous voler de l'argent. Donc si vous donnez votre numéro de compte, quelqu'un pourra vous payer ou vous rembourser. C'est tout ce qu'il ou elle pourra faire avec. Rien d'autre. D'ailleurs, je vais peut-être prendre cette question de Lutgard, et ça s'enchaîne aussi très bien. Comment s'assurer qu'un site de paiement est bien sécurisé en dehors du HTTPS? C'est difficile de savoir si un site est correct ou traite correctement avec ses clients. Pour ça, vous pouvez toujours regarder sur Internet les avis des autres internautes. Mais pour moi, ce qui est important, c'est dans la partie paiement. Quand je fais un achat en ligne, je regarde le système de paiement. Est-ce qu'il propose Payconic avec l'app de Bancontact, ou est-ce qu'il propose un Apple Pay ou éventuellement de payer avec It's Me? Ces systèmes-là me permettent de vérifier ce que je fais. Donc, j'achète quelque chose, par exemple, pour 80 €. Dans l'app Payconic ou dans It's Me, ça va être marqué et c'est 80 €. Dans le pire des cas, je perds ces 80 € parce que l'article n'est pas livré ou c'est pas exactement ce que je voulais, mais au moins je ne risque pas plus que ça. Ce n'est pas un site frauduleux qui va me demander des codes pour faire une autre transaction. Donc, ce n'est pas une réponse complète, je le comprends, mais il est impossible de dire, voilà, avec ça et ça et ça, vous êtes sûr d'un site. On ne peut pas juger les sites des marchands. Et d'ailleurs, Nathalie demande que faire si on se rend compte qu'on a été arnaqué.
appelez-nous tout de suite. Plus vite vous nous appelez, plus vite on va pouvoir bloquer la transaction ou demander de récupérer l'argent. Les fraudeurs sont de mieux en mieux organisés. Ce n'est pas nouveau, on le sait, on en entend parler dans la presse. Ça veut dire aussi qu'ils sont mieux organisés pour sortir l'argent le plus vite possible, parce qu'ils savent que nous sommes plus rapides. Alors ils essaient d'être encore plus rapides que nous. Plus vite vous réagissez, en nous appelant, plus vite on peut prendre les mesures nécessaires pour soit bloquer le transfert, soit récupérer l'argent qui vous a été volé. J'ai une question qui m'intéresse ici parce que personne nous dit, alors je ne vois pas la fin de la question, je suis désolé, ça c'est un message pour nos collègues qui sont à l'extérieur et qui sont derrière. Si quelqu'un possède des données personnelles de moi, une date de naissance, un numéro de compte, alors numéro de compte, on vient de dire on ne peut pas faire grand-chose au niveau volé, mais un numéro de GSM, une adresse email, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Du phishing. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas accéder à vos comptes bancaires. Ils ne vont pas vous voler d'argent avec ce genre de données. Mais en revanche, ils peuvent faire un message qui sera tellement personnalisé, qui va vous parler, parce qu'on va dire, tiens, Benoît, qui a tel numéro de compte et qui habite à telle adresse, etc. Et on va se dire, ah bah oui, c'est bien pour moi. Et donc, on va plus facilement cliquer. Là encore, regardez le lien, regardez où vous allez, dans tous les cas, et vraiment, je me répète, mais dans tous les cas, si vous vérifiez où vous allez en regardant le site qui est dans le lien, quelles que soient les informations qu'ils ont, vous ne vous ferez pas avoir. Donc c'est plus facile. Oui, d'ailleurs, on va prendre encore une question peut-être. Oui, celle de Carole peut-être. Bon, elle n'est pas complète, mais je pense que je comprends vers où ça va. On fiche une frauduleux de la part, soi-disant, de Belfius, Proximus, Amazon et tout ça. On l'a déjà répété plusieurs fois, il faut vérifier où un lien vous mène avant de cliquer, mais il est clair qu'il n'y a pas une liste avec toutes les adresses officielles de toutes les entreprises, malheureusement. Pour les banques belges, c'est assez simple parce que c'est toujours le nom de la banque .be. Vous savez que ça, c'est le site officiel, ing.be, kbc.be, belfius.be, etc. Pour les autres, bon, Proximus, c'est encore facile, ils ont .be et .com. Mais donc, ce que je conseille toujours, c'est que dès qu'on devient client d'une entreprise, c'est de sauvegarder l'adresse dans son navigateur, dans ses favoris, et comme ça, vous recevez un mail et vous avez un doute, vous cliquez juste dans vos favoris et vous allez comme ça sur le bon site. Olivier, j'allais dire que c'est une dernière question, mais moi je les vois, elles sont importantes, c'est toutes ces questions que vous nous posez. D'ailleurs, on va les garder. Il se peut qu'on les réutilise dans le futur pour d'autres communications, parce que si ça, ce sont vos questions, on se doit de vous rassurer sur ces sujets. Mais encore une fois, sur les mots de passe, et c'est tellement important les mots de passe, c'est d'avoir des mots de passe sécurisés. Olivier dit, est-ce que si je sauvegarde dans mon trousseau Apple, et apparemment il a un Mac aussi, et si je perds mon ordinateur, ou si je perds mon smartphone, on le disait tout à l'heure, c'est sauvegardé dans le cloud, c'est sauvegardé chez Apple ou chez Google, qui sont des cadors en sécurité informatique. On peut parler après de protection de données, c'est une autre histoire. Au niveau sécurité, ils sont très, très, très avancés. Vous pouvez leur faire confiance. Mais comme c'est chez eux online, finalement, si vous perdez votre laptop, si vous perdez votre GSM, vous reconfigurez votre compte et vous récupérez tous vos codes. Ça m'est arrivé il y a 2 ans, j'ai perdu mon téléphone et j'ai récupéré tout. J'ai tout récupéré, je n'ai absolument rien perdu. D'ailleurs, Apple, Google, souvent offre aussi un service pour bloquer son appareil à distance, que ce soit un laptop, un MacBook ou un GSM. Donc, utilisez ces services-là parce que ça vous permet d'être sûr que personne ne sait accéder à l'appareil volé. Merci, Dany. On va s'arrêter à fond, comme on dit en français. Il y a plein de questions. C'était vraiment chouette d'avoir vos questions. J'espère que vous avez apprécié et qu'on a été suffisamment clair et transparent dans nos réponses. Sachez que vous pouvez retrouver plein d'informations, si ça vous intéresse, sur la sécurité en ligne, sur notre site, sur nos canaux, nos médias sociaux aussi, parce qu'on les utilise pour lancer des alertes, pour lancer des campagnes. Vous avez peut-être même vu notre dernière campagne sur les faux investissements. Intéressante parce qu'on a finalement demandé à des clients de nous raconter comment ça s'était passé. Ils ont témoigné. Il y a eu de très bons retours. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur le compte Facebook d'ING Belgique. Je l'ai dit tout à l'heure, l'application SafeOnWeb aujourd'hui, c'est un must au niveau de la sécurité en ligne. Pourquoi ? D'abord parce que tout ce que vous envoyez à suspect@safeonweb.be leur permet de nourrir cette application et d'envoyer, vous le voyez là sur l'écran,
d'envoyer des alertes, de dire tiens, en ce moment on voit ça, ça va permettre, sans même d'aller chercher, de recevoir l'information. Et ça, c'est génial. Et puis, vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis quelque temps dans nos webinaires, nous sommes, autant Dany que moi, en dehors d'ING, podcasteurs, youtubeurs, parce que finalement, on aime faire ça, parce qu'on a la connaissance et que pour nous, il est important d'aider le public, d'aider tout le monde, et plus loin que les clients d'ING, d'aider à se protéger en ligne. Donc, allez voir, tapez en français le fraudeur, le hacker et vous dans sur YouTube ou dans votre application de podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Juste avant de nous quitter, et je vais dire au revoir à Dany d'abord et après je vous explique. Teaser. Bonne soirée Dany. C'était chouette de faire ça avec toi encore une fois. Mais juste avant de vous quitter, sachez que vous allez recevoir dans quelques secondes un tout petit questionnaire. C'est pas long, ça va vous prendre 1 minute ou 2 pour répondre. Ça nous aide pour savoir ce que vous avez apprécié ou pas. Parce que la prochaine fois, on va chercher à faire mieux, mais on a besoin de le savoir de vous. Donc prenez juste 1 minute pour répondre à nos questions. Ça nous rend service. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous.